Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour, bonsoir, c'est Pierre, bienvenue dans ce deuxième numéro du Trèfle. Et vous avez entendu dans le premier épisode Titouan, Johan, Cédric et Robin. Pour ce pod preview Celtics Bucks, je suis accompagné de Hugo et Elias, ainsi que Robin qui nous fait le plaisir de venir malgré le back-to-back podcast pour lui. Hugo et Elias, je vais vous laisser l'honneur de vous présenter. Honneur aux fans inconditionnels de Florian Sotoka. Alors, donc, comme tu l'as dit, moi c'est Hugo, j'ai 23 ans, ça fait 15 ans maintenant que je suis supporter des Celtics, donc oui, j'ai commencé assez tôt. Mais non, mais voilà, je suis un grand fan des Celtics, sinon dans la vie, je suis journaliste et je suis également coach de basket, bon, amateur évidemment, hein, sinon vous ne m'entendriez pas parler aujourd'hui. Mais voilà, donc grand passionné de basket et des Celtics, donc je suis très heureux d'avoir rejoint ce projet. Eh bien, merci. Elias, on t'écoute. Salut à tous, moi comme vous avez compris c'est Elias. Je fais partie de l'équipe Celtics FR depuis quelques mois maintenant, bientôt un an. Je suis les Celtics de loin depuis on va dire 2014-2015 et de plus proche, c'est-à-dire je regarde les matchs et je me penche plus sérieusement dessus depuis la saison rookie de Tatum, donc 2017-2018. Par ça, je suis étudiant en communication et l'opportunité de podcast, ça me plaît bien avec une bonne équipe, donc je suis super content de rejoindre ça. Robin, on va pas te représenter, tu l'as déjà fait hier, on va t'éviter ça. Le dernier c'est moi. Donc moi c'était Pierre, je suis né dans les années 80. Je suis infirmier de profession. Vous m'avez peut-être déjà entendu sur le Café Crème Sport et Envergure. Je suis fan des Celtics depuis la fin des années 90. Autant vous dire que c'était pas une bonne période. Et au niveau basket, j'ai notamment côtoyé les clubs du SQBB de l'Élan-Chalon où j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Messieurs, les présentations sont faites. Donc on va mettre les pieds dans le plat. Les copains ont parlé de la review sur la série des Nets. Nous, on va s'attaquer, on va imaginer un petit peu la série contre les Bucks. Qu'est-ce que ça peut donner ? Comment on envisage tout ça ? Et d'abord, est-ce que en saison régulière, ça a fait 2-2 ? Est-ce que c'est un indicateur qu'on peut prendre en compte ou pas du tout ? Alors, je vais commencer sur ça. Je pense qu'il n'y a aucun des 4 matchs, donc il y a eu 4 matchs contre les Bucks et on a fait 2 victoires de défaite cette saison. Je pense qu'il n'y en a aucun des 4 qui est vraiment représentatif de ce qu'on va voir maintenant. Déjà, premier point, Brook Lopez n'a pas joué de la saison régulière. On l'a pas vu en tout cas de la saison régulière, je ne sais pas s'il a joué à la fin. Donc c'est une grosse part de leur défense et de leur schéma. J'ai rien contre Bobby Portis, j'adore, mais le joueur en 5 alors que maintenant il va jouer en 3, c'est un peu contraignant par rapport à ce qu'on peut voir dans la saison. On a fait 3 matchs avant le 25, les 3 matchs avant la 2022, donc quand l'équipe était encore très très moyenne, et un match donc là le 7 avril où on a perdu de quelques points sans Al Horford, Jason Tatum et Rob Williams. Donc je pense que les 4 matchs qu'on a fait étaient pas très intéressants à étudier. Peut-être que le dernier quand même peut montrer quelques idées, même si on n'avait pas notre rotation complète, donc pas très représentatif de ce qu'on va voir, je pense. Ouais, Hugo et Robin, est-ce qu'il y a peut-être un match qui vous a plus marqué que les autres ? Moi, j'ai le souvenir de celui de Noël, je crois, c'est une période où on n'était pas très bien et on avait failli le prendre. On s'était fait assassiner bêtement par Wesley Matthews à la fin de mémoire. C'était un match à Milwaukee. Non, je suis assez d'accord avec Elias, justement. Je les ai revus pour rien vous cacher, pour préparer ce podcast. C'est vrai que déjà, première impression, c'est que ça fait très bizarre de revoir Dennis Schroeder, Josh Richardson, tout ça sous nos couleurs. Mais même au niveau de ce qu'on faisait en défense, c'est un moment où, c'est une période où, par exemple, c'était pas le premier match, je crois que c'était le deuxième, mais il y a un match, on avait un bilan de 13 victoires, 14 défaites, et c'est une époque où, on avait commencé la saison en switchant beaucoup, sur l'écran, etc. Ouais. Là, on essayait de faire de beaucoup moins switcher, de plus rester dans les duels, etc. Alors que là, on a vu sur la série contre Brooklyn qu'on venait à du switch incessant.
Donc, ouais, même niveau défensif, c'est plus forcément ce qu'on fait à l'heure actuelle. Donc non, je pense que c'est pas vraiment un indicateur ultra solide pour analyser la série. D'autant plus que, ouais, comme Elias l'a dit, on n'a jamais joué avec notre rotation au complet, que ce soit avec notre rotation post deadline, avec notamment Derek White et Daniel Tice, ou notre rotation pré-deadline avec Pritchard qui jouait pas et tout ce qu'on connaît. Alors, les Milwaukee Bucks, c'est les champions en titre. Ils ont disposé, là, au tour suivant de Chicago 4-1 assez facilement. Chicago qui était assez décimé, on va pas revenir dessus. Je sais que vous avez vu des matchs. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'équipe de Milwaukee? Moi, sur les bouts de matchs que j'ai vu aucun match en entier. Il m'a semblé que c'était une équipe qui était très en contrôle et que le 4-1 veut pas dire forcément grand-chose. Est-ce que vous partagez cet avis ou pas? Ouais, moi je suis assez d'accord. En fait, je pense que ça leur a fait du bien de se faire prendre un match et qu'à partir de ce moment-là, ils sont rentrés un petit peu dans ce qu'ils attendent depuis un moment, je pense. Parce que comme l'ont dit Elias et Hugo, bah la saison elle a pas non plus été de tout repos pour eux. Déjà t'es champion en titre, beaucoup d'absences, etc. Dont une absence qui est quand même importante dans la personne de Brook Lopez. Et là le fait de prendre un match, bah plus de perdre Middleton en même temps. On va y Moi je revenir m'étais dit tiens donc on va voir. On va voir ce que ça va donner. Et en fait, bah, tout de suite, tu sens qu'ils ont mis en route, quoi. Et effectivement, le mot contrôle est bien adapté. Je pense qu'ils en ont paradoxalement bien moins chier que nous, Ouais, par c'est exemple. un petit peu le sentiment que j'ai aussi. Hugo et Elias, est-ce que c'est votre ressenti aussi des Bucks vraiment à leur mesure? Non, honnêtement, on va le dire clairement. Ils n'ont pas non plus joué une équipe de Chicago qui était impressionnante. J'en parlais tout à l'heure, pour rien vous cacher, en interne, mais je blaguais en disant que à partir du moment où tu joues avec Javonte Green, Ayo Dosunmu en playoff, et même Pat Williams qui revient de blessure aussi, un peu comme Brook Lopez sur la fin de saison. Enfin voilà, c'est Pat Williams, j'adore le joueur, j'adorais le prospect, mais il n'est pas encore prêt à assumer de grosses minutes en playoff, je pense. Donc quand tu es décimé comme ça, je pense que tu peux pas espérer grand-chose. Alors Chicago a fait les Bulls ont fait ce qu'ils ont pu clairement, mais non, c'est pas suffisant. Sur la fin de saison déjà, ça commençait un peu à s'essouffler et voilà sur la série, on l'a vu alors qu'ils avaient un offensive rating impressionnant saison régulière, ils étaient à plus de 118 points pour 100 possessions. Là, ils sont tombés à 101 points. Et 101 points, c'est avant le dernier match. J'ai pas regardé ce matin si ça avait changé, mais voilà. Donc, on a vu que c'est une équipe qui avait quand même trouvé son maître en la personne de Milwaukee sur la série. Et bon, j'ai trouvé les Bucks bons. De là à dire impressionnant, je pourrais pas parce que l'adversité était vraiment très faible. Ouais, toi aussi, Elias, tu as un problème sur l'adversité du premier tour pour Milwaukee? Ouais, je pense que on n'a pas pu vraiment voir ce qu'il valait à 100% parce que c'est ce qu'on dit, hein, les Bulls, ils ont eu une belle saison, ils ont vraiment pas eu de chance avec les blessures pour le coup, ils auraient pu faire beaucoup plus de bruit en post-season, je pense. Mais en revanche, ce que j'ai vu dans la série, c'est la défaite justement, parce que les 4 victoires, c'était presque que des blowouts maîtrisés de bout à bout par les Bucks. La défaite, en revanche, a montré quelques peut-être points faibles qu'on pourra nous exploiter. C'est-à-dire que Grayson Allen n'était pas encore dans sa forme olympienne où il met 8 tirs à 3 points par match. Grayson Allen joue 20 minutes, il met que 3 points. Connaughton joue 20 minutes, il fait 1 sur 6 à 3 points. Et ça va être clairement ça, je pense. Et d'ailleurs, Drew Holiday fait son pire match offensif de la série. Je pense que ça va être ça, ce qui va être important pour nous, ça va être de réussir à limiter les role players autour. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire les Bucks. Les Bulls, je veux dire, réussi. Je suis pas sûr à quel point c'était de la réussite au niveau pourcentage au tir ou aussi de la défense. Mais ils perdent un match, les Bucks, où Giannis met 33 points, il tire 18 lancers francs. C'est quand même un gros match de sa part. Et ils arrivent à le perdre grâce aux role players qui font pas un match exceptionnel. Et tous les autres, on a vu que, surtout avec Middleton qui ne jouera pas d'ailleurs de la série, on a vu que les role players sont très importants, surtout Connaughton et Grayson Allen. Et justement, vu que tu lances ce sujet, on va parler du point infirmerie, parce qu'effectivement, c'est quand même la grosse nouvelle qui est tombée hier, je crois.
Donc on enregistre, pour tout vous dire, pour être dans le secret des dieux, on est jeudi là quand on fait le pod. Donc la nouvelle est tombée hier que Chris Middleton ne devrait pas revenir normalement contre les Celtics. Enfin, moi je trouve déjà que c'est une excellente nouvelle parce que moi j'ai l'impression que Chris Middleton, à chaque fois qu'il joue les Celtics, il se transforme en Ray Allen. C'est incroyable quand même. Le nombre de fois où il nous a fait mal, lui, c'était quand même un truc de dingue. Et ensuite, il y a eu aussi des bruits aujourd'hui comme quoi Jaylen Brown était un petit peu souffrant des ischios, et on sait aussi que Rob revient. Alors, dans quelle mesure ça va influer tout ça? La blessure de Middleton, je pense que on n'a peut-être pas assez de recul, nous, par rapport aux Bucks pour vraiment déterminer à quel point ça va avoir un impact. Mais ce qu'on peut dire, et ce que je pense qu'on a tous vu, en tout cas en finale NBA l'année dernière, c'est que Middleton, c'était leur closer, c'était celui qui mettait des points quand il fallait en fin de match dans le quatrième quart-temps. Et c'est clairement leur deuxième meilleur scoreur, peut-être pas leur deuxième meilleur joueur, vu que là, Jrue Holiday a fait quand même une grosse série contre les Bulls. Mais ça va avoir un impact très clair, c'est sûr. Après, on n'est pas à l'abri de Bobby Portis ou de Grayson Allen qui prennent le relais, c'est sûr. Mais Chris Middleton, c'est un attaquant génial, un défenseur très sous-coté, je trouve, surtout sur l'homme. Donc, ouais, c'est sûr que ça va avoir un impact, on peut pas nier ça. Et de notre côté, nos petits soucis de santé, Robin et Hugo, les soucis de Jaylen Brown, comme j'ai dit, surtout le retour de Rob, on l'a vu sur les 2 derniers matchs, mais on sent que c'est pas encore le Rob qu'on avait quitté avant qu'il se blesse. Après, ils viennent de redécouvrir une intensité aussi, etc. Moi, je pense que c'est là que tu es content d'avoir tué la bête quand il fallait tuer la bête et d'avoir ces 2 petits jours en plus. Je me fais pas trop de soucis. Je pense qu'on est en forme. En plus, j'ai regardé là tout à l'heure, hein, je crois qu'il y a Jaylen Brown qui prenait des shoots là, justement, une vidéo qui est tombée où ça prenait des shoots, il s'entraînait. Les retombées sur Rob Williams, il parlait plus de repères que de soucis physiques. D'accord. Donc je pense que sur ces plans-là, on est bon. Et puis concernant Middleton, du coup, c'est sûr que t'as quand même quasiment, ouais, c'est un All-Star, hein, me concernant, ça. Un niveau All-Star qui disparaît en face. C'est aussi de la taille sur les ailes qui va disparaître. Et c'est surtout, me concernant, la personne en face qui est capable de mettre les shoots les plus difficiles, en fait. Donc, qui pourrait éventuellement faire vivre certaines possessions ou rendre certaines possessions possibles malgré des bonnes défenses. Donc, point de vue basket nous concernant, c'est une très bonne nouvelle qu'ils aient pas ce profil. Hugo? Ça, je vais pas m'en cacher. Pour les Celtics, c'est une très bonne nouvelle dans la mesure où, oui, comme tu l'as dit, Chris Middleton, c'est même pas se transformer en Ray Allen, c'est juste Michael Jordan contre nous. Honnêtement, il est toujours plus trop fort. Pour le petit point stat, si je peux me permettre, il tire à plus de 50% à 3 points contre les Celtics en playoff dans sa carrière. Ah voilà, donc ce n'est pas qu'une impression. D'accord. Ouais, c'est quelque chose quand même. Je me souviens d'un match, c'est l'année où on est joué au premier tour, je sais plus quel match, mais il égalise du milieu de terrain. Game 7. C'est Game 7, bah voilà. Donc voilà, il est juste trop fort contre nous. Et donc c'est une bonne nouvelle pour ça, mais également si on prend un peu ce qu'on a fait sur la série des Nets, où on doublait beaucoup sur KD, je pense que ce sera également ce qu'on va faire sur Giannis. Et quand on double, en fait, ce qui est important pour battre ce type de défense, c'est qu'il y ait des mecs qui soient capables de sanctionner les switches. Et justement, Middleton, en termes de... Si je puis dire, c'est un tough shot maker, c'est-à-dire qu'il est habitué de mettre des tirs difficiles. Et justement, le fait qu'il n'y ait pas Middleton, ça va, comme Elias l'a dit tout à l'heure, ça va mettre plus de pression sur les Grayson Allen, sur les Bobby Portis, tout ça, pour rentrer des shoots. Et ça peut être que bénéfique pour nous, quoi. Je préfère que Grayson Allen soit chargé de mettre des tirs difficiles plutôt que Chris Middleton. Messieurs, à quoi vous attendez-vous comme type de série? Série longue, série brève, des blowouts, des matchs serrés, des purges. Dites-moi tout et dites-moi aussi qui aura l'avantage lors du premier match qui aura lieu donc dimanche à 19h, savoir celui qui sera en rythme Milwaukee ou celui qui aura eu une semaine de repos, à savoir les Boston Celtics. Par rapport à quoi s'attendre comme type de série, je pense que ce sera un peu du délire de dire que ça va aller à moins de 6. Je vois pas trop comment on peut gagner, faire comme contre les Nets en 4, c'est impossible. En 5, j'ai du mal à le voir aussi. Pour moi, c'est 6 ou 7.
les niveaux pronostics, on verra ça plus tard, mais pour moi, Ouais. c'est forcément 6 ou 7. Après, je pense que c'est pas impossible qu'il y ait du blowout, notamment parce que les Bucks rentrent très fort dans leur match en général. Donc Giannis qui est toujours très très fort en premier quart-temps. J'ai pas de stats pour appuyer ça, mais j'ai cette impression en tout cas surtout sur cette série de playoffs. Donc on a pu voir par exemple au game 2 contre les Nets qu'on s'était fait un peu secouer dès le début de match. Ça peut arriver. Et surtout avec cette semaine de repos qui peut faire que effectivement on soit pas forcément dans le bon rythme dès le début. Mais je pense qu'on a quand même les outils et le coaching pour répondre à ce genre de choses et quand même être fort dès le début. Robin? Moi, c'est la série contre les Nets qui m'a rassuré sur le fait de comment on prépare nos séries. Donc, je pense pas que là-dessus on soit désavantagé ou quoi. Je pense même qu'on a l'avantage d'avoir à faire moins d'ajustements qu'eux, parce que mine de rien, ils sont sur une perte récente avec des nouveaux match-up à gérer. Et vraiment, cette perte de Middleton pour moi est terrible, même du point de vue de leur coaching et tout en termes d'adaptation. Tout ça, ça va être chaud. Je m'attends à une série très 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 physique. Je pense qu'avec Miami, Boston et Milwaukee, on a des équipes qui sont vraiment très très physiques. Je m'attends pas forcément à une si jolie série que ça. Je pense que en termes de style de jeu, etc., on est sur des attaques qui des fois balbutient un peu ou qui sont pas forcément hyper léchées. Mais donc plus une bonne série de tests avec forcément de la star, etc. Et puis je suis assez d'accord avec Elias sur la longueur. Je vois pas non plus une série blitz. Je vois pas une série très courte. Ce sera 6 ou 7 à mon avis aussi. Hugo, est-ce qu'on n'aurait pas là un espèce de revival des séries de l'Est des années 90, à savoir où ça va défendre le plomb et ça va pas être du joli basket, mais ça va être très très haut dans l'intensité? Bah, je pense en tout cas si après c'est toujours difficile de se projeter, mais c'est sûr que j'imagine vraiment une série très très défensive, très physique comme Robin l'a justement pardon souligné. D'ailleurs, bon, il y a qu'à regarder les matchs assez récents face aux Bucks, même si les scores ont paradoxalement pas été toujours très bas en termes de scoring, ça a toujours été des matchs ultra serrés, ultra physiques. Je parlais justement du match de Noël tout à l'heure qui se joue dans le Money Time. Il y a aussi le premier match de la saison dernière là, avec le buzzer de Tatum avec la planche. C'est Et vrai. il y avait la série aussi de playoffs dont je parlais tout à l'heure de 2018 quand on va en finale de conf, qui a été assez intense, même si bon, il y a toujours le contre-exemple de la série justement de l'année d'après où on se fait détruire, mais bon, c'était une saison tellement particulière qu'on peut se permettre de la laisser de côté. Mais oui, historiquement, en tout cas ces dernières années, ça a toujours été très physique face aux Bucks. Donc oui, c'est possible qu'on ait un revival des séries des années 90. En tout cas, moi personnellement, je m'attends pas à une belle série en termes de basket. En termes d'intensité, c'est peut-être la série qui me hype le plus dans tous ces playoffs parce que c'est vraiment les deux équipes qui défendent, je pense, le plus dur dans la ligue ou qui ont en tout cas les capacités pour défendre le plus dur. Donc ouais, je suis vraiment très hypé par l'intensité de la série en tout cas. Pour vous, messieurs, qu'est-ce qu'il va falloir surveiller? Qu'est-ce que ça va être un peu vos facteurs X dans cette série? D'une manière générale, on pourrait penser comme ça sur le papier, surtout avec l'absence de Middleton, que sur l'extérieur, Boston est plutôt avantagé et à l'intérieur, avantage Milwaukee. Est-ce que vous voyez d'autres matchs dans le match qui, pour vous, sont clés? Le premier match dans le match, on le reverra un peu tout à l'heure. Pour moi, c'est les coachs, c'est le coaching staff. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on peut pas forcément aborder nous parce qu'on n'a pas les heures à passer en film et en tout ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de points défensifs à aborder. Les Bucks ont fait 15 turnovers par game contre les Bulls. C'est beaucoup, surtout contre une équipe qui est pas très forte en défense, qui a pas beaucoup de gens comme Marcus Smart, Jalen Brown, Tatum qui savent très bien couper les lignes et prendre des volets des balles. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal d'ajustements et de trucs tactiques très intéressants à voir, à faire. Donc pour moi, le premier match-up entre guillemets à surveiller, ce serait la tactique défensive. On l'a vu contre KD. Moi personnellement, je pensais pas du tout qu'on arriverait à le museler autant. On peut pas reproduire ça avec Giannis parce qu'il est physiquement, il est beaucoup plus présent, on va dire.
Mais je pense qu'on a les armes pour rendre le match-up intéressant défensivement et réussir à transmettre cette défense en attaque en full court, parce que les deux équipes sont pas très impressionnantes, comme Robin l'a dit, en attaque placée et tout ça. C'est pas les meilleures équipes pour ça. C'est pas le handball des Suns ou je ne sais qui. Donc ça va surtout être, pour moi, se jouer d'abord en défense et ensuite sortir sur la transition, tout ça. Donc pour moi, les match-ups, ça va être Ime Udoka, Bud, Marcus Smart, Jrue Holiday, et s'en suivent tous les match-ups défensifs qu'on peut s'attendre à voir là-dedans. Ouais, Robin. Moi, je pense que quelque chose qui m'intéresse beaucoup, en fait, c'est à quel point leur point fort va impacter nos points entre guillemets faibles et vice-versa, en fait. Comme tu le disais, je pense qu'on a un vrai avantage sur les ailes. Encore une fois, avec la blessure de Middleton, je trouve qu'ils vont manquer de taille, notamment là-dessus. Elias parlait de Bobby Portis en 3 sur certaines séquences. Je suis pas sûr qu'il soit très content de voir un Brown ou un Tatum lui arriver dessus. Donc, à quel point on va être capable de sanctionner ça? J'ai pas trouvé qu'on avait sanctionné certaines match-up contre les Nets suffisamment bien. J'espère qu'on le fera mieux là. Et de leur du point de vue des Bucks, à quel point eux ils vont arriver à faire performer Giannis et à nous le faire craindre pour libérer le reste. Encore une fois, ils ont pas de réel mec qui met des tirs difficiles. Donc ça veut dire que si Giannis, on arrive à le maîtriser un minimum, on va être obligé de leur faire prendre des tirs difficiles, et je pense pas qu'ils aient les joueurs pour. J'avais regardé une stat, ils prennent que 10% de mid-range et ils en mettent que 30% quand on en met quasiment 40. Parce que justement, nous on a ces shotmakers. Donc du coup, ce côté improvisation, etc. sur une attaque qui ne va pas comme ils veulent, peut être clairement une clé de série. Je pense que ça se jouera là, parce que les deux équipes pour moi vont bien défendre. Clairement, ils ont un 14e defensive rating, mais c'est pas leur vrai niveau. On l'a dit, à l'absence de Lopez toute l'année, etc. Donc c'est une très bonne défense. On est une défense élite aussi. Donc je pense vraiment ça va être comment chacun va réussir à punir la défense de l'autre au mieux, vraiment. Et enfin Hugo. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir comment en fait comment Milwaukee va mettre en place son spacing en fait. Parce que là, on parlait de Giannis, etc., du fait, la possibilité ou non de le ralentir. Mais je pense qu'en fait que tout va dépendre du spacing de Milwaukee. On parlait du retour de Brook Lopez, ça va leur apporter une vraie plus-value là-dessus. Parce que là, dans leurs 5 majeurs, ils ont quasiment que Giannis de non-shooters en fait. Si on prend les shooters purs, si on considère Holiday comme un pur shooter, c'est un shooter décent, donc on va le considérer comme ça. Mais voilà, donc ils ont les joueurs pour mettre dedans, contrairement à Brooklyn notamment, qui on l'a vu en termes de spacing, c'était catastrophique. Donc pour moi, c'est la vraie clé de la série. C'est comment, est-ce que Milwaukee est capable de nous sanctionner? Parce qu'on va certainement envoyer des double teams sur Giannis, etc. Donc si Milwaukee est capable, parce que Giannis est devenu un bon passeur, donc si Milwaukee est capable derrière, quand Giannis ressort la balle, de sanctionner, ça va être beaucoup plus dur pour nous. Donc le spacing, c'est vraiment la clé pour moi de cette série. Est-ce que vous ne croyez pas que les bancs peuvent être aussi un petit peu décisifs, dans le sens où justement il y a cette absence de Middleton qui les handicape et qui du coup prive aussi d'une option du banc en la personne de Wes Matthews. Est-ce que vous croyez pas que par rapport à ça, c'est peut-être pas bénéfique aussi pour Boston, vu l'apport du banc sur la série face aux Nets? Ou est-ce qu'on est encore un petit peu... c'est des jeunes joueurs et on verra chaque match après match, pardon. Moi, je pense que clairement, en termes de profondeur, on a un avantage. On a des jeunes joueurs, certes, mais on a aussi des jeunes joueurs qui ont déjà joué des séries de playoffs. Donc, on n'a pas n'importe quel jeune joueur. Et du coup, là-dessus, je pense qu'on a un vrai avantage. Hugo parlait de spacing. Je trouve qu'en plus, ils ont beaucoup de shooters décents, mais pas de shooters élites. Quand nous, on est en train peut-être de voir l'éclosion de 1, en tout cas en catch and shoot. Donc, toutes ces petites choses-là me font dire que, me concernant, je trouve que notre banc me semble beaucoup plus fiable à l'heure actuelle. Surtout qu'en plus, il n'est pas déjà amputé à cause d'absence, quoi. Rebondir un peu, excuse-moi, juste Vas-y. cette question spacing par rapport à...
Hugo disait par rapport à Milwaukee, je pense que ça va être très important pour nous aussi le spacing, parce que la manière dont Milwaukee défend, c'est tu ne rentres pas dans la peinture, tu rentres tes tirs ouverts dans le coin, ou voilà. Donc je pense que ça va être très important pour donc les, on va dire, trio quatuor, Al Horford, Grant Williams, Pritchard s'il joue beaucoup, et Marcus Smart, de rentrer leurs tirs. Le trio Al, Grant, Smart ont mis 63 3 points sur la série contre les Nets en 4 matchs, donc en total, c'est pas mal. Je pense qu'il va falloir qu'ils restent dans ce rythme-là de bien tirer. Al Horford, ils l'ont dit hier dans le podcast, il fait une série absolument monstrueuse, surtout niveau spacing, et je pense que ça va être très très important pour nous, parce que surtout avec leur ils sont un peu forcés de jouer avec presque 3 bigs, avec Portis en 3 ou en 4, si ça dépend de où joue Giannis, mais on va avoir des tirs ouverts et il va falloir les rentrer, et je pense que ça m'étonnerait que Jaylen Brown et Jason Tatum aient des tirs ouverts, donc c'est là où vont entrer en facteur effectivement le banc, donc Grant Williams ou Peyton Pritchard quand ils joueront, et même Al Horford et Marcus Smart quand ils auront ces tirs là à prendre. C'est vrai que le banc de Milwaukee a pris un sacré coup avec la blessure de Middleton. Là, je regardais rapidement. Bon, après, c'est la série face aux Bulls, donc avec des matchs qui n'étaient pas forcément très disputés. Mais on peut considérer qu'il va y avoir une rotation à 8, voire un 9 si Ibaka joue, mais visiblement, c'est plutôt parti pour qu'il joue pas ou très peu. Mais quand on regarde leur banc, les joueurs qui jouent le plus, c'est Javon Carter, qui est un super défenseur, mais qui pour le coup, lui, est arrivé en cours de saison de Brooklyn. Bon, c'est un bon joueur, c'est un très bon défenseur, comme je l'ai dit, mais bon, ça va pas être le joueur le plus impactant non plus. Pas de Connaughton, comme l'a dit Elias tout à l'heure, qui est un bon joueur, un peu sous-coté, etc., qui est capable de mettre dedans, mais ça reste un joueur un peu sur courant alternatif. C'est pas le plus régulier non plus. Et justement, Grayson Allen, qui est le 6e homme, qui est pour le coup très bon, qui fait une excellente saison. D'ailleurs, Robin, je te trouve un peu dur parce que tu parlais du fait que Milwaukee n'avait pas de shooter élite. Bon, c'est peut-être pas élite encore, mais Grayson Allen, je trouve vraiment très bon. Je trouve que c'est vraiment un super shooter. Donc, je suis à 2 doigts de le mettre dans cette catégorie-là. Mais voilà, donc c'est 3 joueurs qui vont apporter. Bon, c'est pas les 3 meilleurs joueurs, c'est pas la meilleure rotation, je pense. Là où nous, on l'a vu avec des Derrick White, même s'il a été décevant plutôt sur la série précédente. Mais Derrick White, Peyton Pritchard, Grant Williams et même Daniel Tice ou Robert Williams, selon le 5 de départ qu'on va envoyer, c'est quand même, je pense, d'un niveau au-dessus. Donc, je pense que notre banc sera quand même meilleur. Très bien. Maintenant, on va s'intéresser à la recette que pourrait appliquer Ime Udoka pour battre les champions en titre. Ne l'oublions pas. Pour battre Milwaukee, qu'est-ce qu'il va falloir faire un petit peu tactiquement parlant? Moi, j'ai quelques idées. J'attends d'avoir les vôtres. Qui se lance? Alors, premièrement, je pense que, comme j'ai dit un peu avant, ça va être une série très, vous l'avez dit, physique. Je pense que ça va beaucoup courir, surtout au début de match. Je pense qu'à la fin, ça va un peu plus se calmer. Et il va falloir réussir à gérer défensivement les retours sur transition, mais aussi offensivement, réussir à courir, à les faire courir. Je pense que pour ça, par exemple, les Derrick White qui peuvent sortir du banc peuvent être un gros facteur. Je pense qu'il peut faire une série très très grosse là-dessus. Je pense aussi qu'il va falloir trouver les bons schémas tactiques offensifs pour trouver ces 3 points ouverts dont on parlait tout à l'heure. J'imagine que Ime Udoka a des restes des schémas des Spurs. Par exemple, les hammers qu'il faisait pour Danny Green à l'époque. Je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant parce que, comme je l'ai dit, les Bucks adorent stocker la peinture et vraiment défendre à l'intérieur, quitte à laisser des 3 points ouverts. Et je pense qu'on peut utiliser cet aspect-là pour vraiment enfoncer le match, sachant je trouve qu'en playoff, c'est une expérience personnelle en tant que spectateur, mais un 3 points à domicile, ça fait beaucoup de bruit et ça démoralise un peu les adversaires. Donc je pense que ça peut être très, très pertinent d'enfoncer là-dessus. Et aussi, vous en parlerez peut-être, je vais vous laisser là-dessus, sur leur système défensif sur le drop de Brook Lopez. Je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi là-dessus. Exact. Robin, je t'écoute. Moi, ce serait de commencer par éviter de prendre trop de runs. Clairement, il faut qu'on maîtrise cet aspect-là du jeu, ou même quand ça rentre pas chez nous, il faut qu'on arrive à justement éviter de prendre trop de runs de la part de cette équipe, parce que c'est quand même une de ses spécialités et c'est quand même quelque chose qu'elle maîtrise bien une fois qu'elle l'a mis en place. Je pense que le clutch, contrairement à ce que je disais contre les Nets, est pour le coup de notre côté, avec les shotmakers qu'on peut avoir, etc. Donc le but, c'est
me concernant, éviter d'être irrégulier. Pour l'instant, on l'a pas été. Faudrait que ça continue. Ça a été même une de mes grosses surprises là-dessus pour justement pouvoir être soit à portée de tir, soit être devant quand vraiment le jeu va se mettre à ralentir. Parce que il y aura une grosse débauche d'énergie comme on l'a dit, etc., etc. Et si on a mis de la viande sur Giannis, on a mis tout ça et que t'arrives dans le clutch sur des demi-terrains plus lents, etc. C'est à ce moment-là, à mon avis, qu'ils vont le payer. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il va falloir aussi sanctionner le drop, ne serait-ce que pour essayer de les embêter sur leur schéma classique. Moi, ça fait quelques années quand même qu'on parle des adaptations de Bud, etc. Et ça n'a pas toujours été Hop, je t'arrête, on va y venir après. C'est la dernière séquence. Donc en tout cas, moi, voilà. Les runs pour commencer, ne pas les laisser partir. Même si on est capable de comeback, etc., on est capable de comeback sur d'autres équipes. Je mettrai pas ma maison sur cette équipe-là. Donc, maîtriser le tempo au maximum. Et après, punir ce qu'on peut, comme on l'a dit tout à l'heure. Hugo, on t'a pas encore entendu. Toi, en tant qu'assistant bientôt futur de Koshime Udoka, qu'est-ce que tu vas lui dire? Honnêtement, je suis très curieux de voir ce match-up. Vraiment, le match 1, je suis très hypé. Parce qu'on a vu justement cette année, Udoka a dès le début de saison fait le pari du, si je puis dire, entre guillemets, le tall ball, avec 2 intérieurs. Milwaukee, justement, là, va avoir une équipe encore plus tall ball que nous, hein, parce qu'avec Giannis, Portis et Lopez dans le 5 de départ, ils ont 3 7-footers, quasiment. Je sais pas si Portis c'est un 7-footer, mais bon, c'est tout juste, hein, s'il l'est pas. Mais voilà, donc ça va être, je pense, comme Elias l'a dit, le spacing va être clé pour nous. Et quand je parle de spacing, je parle pas forcément de prendre des tirs extérieurs, mais au moins d'attaquer au maximum les espaces, notamment quand on va devoir jouer Bobby Portis. L'idéal, ce serait vraiment de l'attaquer sur le dribble, parce que ça reste un bon défenseur, mais je pense qu'il est quand même friable là-dessus. Si par exemple on peut provoquer des switches avec Jaylen Brown, qui a un premier pas assez dévastateur, je pense que sur Bobby Portis, ça peut vraiment faire la différence. Et oui, Elias justement parlait assez justement du drop avec Brook Lopez. Je pense que l'idéal, c'est vraiment de jouer beaucoup de pick and roll, notamment quand Rob Williams est sur le terrain, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Après, on sait que Marcus Smart, c'est pas forcément le meilleur agresseur sur pick and roll, c'est plutôt un excellent passeur sur pick and roll. Mais j'aimerais en fait qu'il soit beaucoup plus agressif dans justement cette double menace. Donc s'il peut le faire sur cette série, c'est parfait. Parce que là, vraiment, on a un intérieur qui défend vraiment que en drop et qui est excellent là-dedans. Mais généralement, c'est difficile quand même pour les équipes de vraiment être ultra efficaces quand elles défendent qu'en drop sur pick and roll. Donc il va falloir sanctionner ça. Complètement d'accord. Moi, j'ajouterais à titre personnel, j'ai très peur qu'on tombe un petit peu dans l'écueil justement parce que c'est Elias qui l'avait justement rappelé. Contre Chicago, ils se sont amusés à vraiment fermer la peinture et c'est un petit peu un de leurs systèmes défensifs, c'est vraiment pas d'accès au cercle. Et je pense qu'il va falloir quand même agresser le cercle pour d'une part faire tomber des fautes parce qu'on sait qu'ils en font. Giannis en fait. Donc, à mon avis, on a intérêt à continuer à être agressif, en tout cas balle en main, même si on ne shoot pas. Et effectivement, sur le drop, c'est aussi une façon de faire pour après, pourquoi pas, quitte à agresser et le obliger à faire sortir Brook Lopez pour après pouvoir jouer un contre un, par exemple sur une aile. Ça peut être aussi une option, soit pour Marcus Smart ou un autre porteur de balle, Derek White, celui que vous voulez. Ça, c'est des choses que j'aimerais, moi, à titre personnel, voir dans le premier match, en tout cas. On va enchaîner sur comment... Pierre, ouais. Je voulais dire aussi, je suis assez confiant, moi, sur le fait qu'on agresse Giannis des deux côtés. On a quand même des playmakers défensifs, spécialistes aussi du passage en force. Bah justement, c'est là où je voulais en venir. Je voulais qu'on parle de comment on fait pour essayer de stopper Giannis. Est-ce qu'on fait un peu de zone? Est-ce qu'on fait de la trappe systématique? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que, à la place de Ime, on essaie de mettre en place? Je pense que doubler comme on l'a fait sur la série précédente est plutôt bien faite. Est déjà une très bonne piste. Surtout que on sera peut-être pas obligé en fonction de où il touche le ballon, on sera peut-être pas obligé de doubler autant parce qu'il a pas la capacité de mettre les tirs que KD a.
sur certains trucs. Et puis après, il y a cette histoire de playmaker défensif, moi, qui m'intéresse beaucoup, où il va falloir qu'on arrive à le piéger justement sur ces fameux spin moves quand il part lancer, où des fois il peut encore, il faut bien qu'il ait des défauts, manquer un petit peu de contrôle sur certains moves. Et là-dessus, entre les Marcus Smart, les Derrick White, les Grant Williams qui peuvent être un petit peu vicieux là-dessus, j'espère qu'on va pouvoir l'exposer un petit peu pour pouvoir ensuite aller chercher des fautes au cercle, etc., pour qu'il ait vraiment ses soucis de faute. Je pense que c'est primordial. Il n'a pas toujours été non plus très bon au lancer franc. On a vu même du vice de la part du Doka pour faire un petit peu de hack sur la série d'avant. Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer aussi de lui rentrer un petit peu dans la tête comme ça sur des, s'il en loupe 1, 2, 3, et ben pourquoi pas un petit Pritchard qui rentre, qui prend sa petite faute. Il y a plusieurs trucs à faire, mais je pense que ouais, ça va être là-dessus déjà. Je pense qu'il y a des pistes à explorer. Elias et Hugo. Par rapport à Yanis, je pense que la chose la plus importante, c'est un peu bête et méchant, hein, mais ça va être de jouer très très physique, même si il y a une limite, hein, ça reste, je pense, le meilleur athlète de la ligue. On a vu dans le seul match où Al Horford a joué contre les Bucks cette saison, c'était Al Horford qui était en défenseur principal, on va dire, sur Yanis. Je pense qu'on verra moins de double team que contre KD, comme Robin l'a dit, puisque il a pas les mêmes capacités de loin. Je pense qu'il va falloir ce qu'on a bien réussi à faire avec KD, beaucoup limiter les touches de balle en dehors de, on va dire, je sais pas, 15-20 mètres. Il faut le forcer à prendre la balle de loin, essayer de faire son play de loin. Parce que si on lui donne l'opportunité d'avoir le ballon trop près du panier, il est à la fois dangereux en 1-contre-1 et à la fois c'est devenu un très 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 bon playmaker. Il a plus d'assists que Jrue Holiday, il me semble, sur la série. Et donc il va trouver le bon joueur, il va trouver la bonne passe. Pas toujours, il va toujours des fois, comme dit Robin, faire une petite erreur, vouloir un peu trop forcer. Mais il va falloir, je pense, le limiter à idéalement le laisser derrière la ligne à 3 points et jouer physique dessus. Le laisser toucher le ballon parce qu'on ne pourra pas l'empêcher complètement, il est trop grand et trop fort. Mais ça va être comme KD, un peu mixer tout ce qu'on fait, des fois double team, quelques zones, même si je suis pas convaincu niveau zone, je pense pas qu'on en ait fait beaucoup cette saison. Enfin, je suis même Non, très rarement. très très rarement. Donc, Ouais. je sais pas si, j'imagine qu'ils doivent en connaître, ils doivent en préparer, mais je suis pas sûr que ce soit l'idée principale. Après, contre eux, ça peut être pas mal parce que comme je sais plus qui l'a dit, mais ils prennent très peu de mid-range et ils sont pas très bons en mid-range. Et une des réponses à la zone, c'est le mid-range au milieu. Donc pourquoi pas? Je sais pas ce qu'ils préparent. On n'est pas dans le coaching staff, malheureusement. Mais peut-être qu'heureusement pour les Celtics quand même. Mais mais ouais, donc je pense que ça va passer par de la limitation en max. Et comme l'a dit Robin, je pense que le truc des fautes, ça va être important. Donc ne pas hésiter à l'attaquer. Quitte à se faire bloquer, quitte à essayer de le mettre dans des situations où il est obligé de prendre des fautes ou de moins défendre parce qu'il veut pas fall out. Hein. On a bien vu que c'est pas facile d'avoir sa superstar qui sort à cause de 6 fautes. Merci Scott Foster. Mais ouais, je pense que ça va être passé par un peu tout, comme ce qu'on a fait avec KD, avec quelques différences sur les schémas défensifs. Et enfin, Hugo. Non, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, ce que j'aimerais, en tout cas, pas forcément comme on l'a fait avec KD, c'est Robin qui le disait justement également. Parce que KD a un potentiel de shot-making bien plus important que Giannis. Mais moi, ce que j'aimerais beaucoup voir, c'est beaucoup de trappes quand il reçoit le ballon au poste, parce qu'on voit que depuis quelques saisons, il est ultra dominant quand il a la balle poste bas. Et c'est là où j'aimerais le trapper. Je me souviens notamment de Bud quand il était à Atlanta, avec ses prises à deux qui viennent de ligne de fond, quand un joueur recevait la balle poste bas. Je pense que ça peut être pourquoi pas une bonne réponse. Et sinon, là, pour le coup, ça se rapprocherait un peu plus de ce qu'on a fait face à KD, mais l'embêter avant qu'il ait le ballon, en fait. Pas, en fait, trapper quand il a le ballon, mais essayer de ralentir au maximum le moment où il aura le ballon sur une possession. S'il peut l'avoir quand il reste 7 secondes ou 9 secondes, c'est mieux que quand il reste 16 secondes. Donc, ça, c'est vraiment ce que j'aimerais. Quitte à passer devant le poste, par exemple. Ouais, par exemple, mais même donner une aide. Si, admettons, si l'attaquant est à 45, que Yanis est poste bas, pour celui qui défend le corner, tricher un peu, quitte à être capable derrière de ressortir sur le shooter, quitte à un peu le laisser ouvert et être capable de ressortir, mais tricher un peu, ne pas craindre vraiment l'adresse extérieure, en tout cas en début de match. Après, si ça met dedans, faudra s'adapter évidemment. Mais ouais, non, pas hésiter à tricher dès qu'on peut tricher pour limiter Yanis, autant le faire.
Les traps ligne de fond, on le faisait très bien sur les années d'avant, notamment sur un joueur comme Joel Embiid, où on arrivait éventuellement une fois qu'il était au poste, notamment avec Marcus Smart, qui venait aider sournoisement sur des choses comme ça, pendant que le Embiid posait un handle ou des trucs comme ça. De toute façon, c'est à ces moments-là qu'ils sont le plus vulnérables, hein, ces bigs, c'est quand ils vont poser le ballon, ils sont quand même pas les handles, même s'ils restent de très bonne facture, hein, celui de Giannis pour sa taille, c'est quand même pas des handles élite. Et là-dessus, ouais, clairement, on a des coups à jouer. On va passer au duel des coachs. Elias, on a un petit peu parlé, parce que pour lui, c'est un petit peu son facteur X. Alors, sur cette série, est-ce que ça va être avantage Ime ou avantage Bud? Sachant que Bud est quand même le champion, que par le passé, il a été lourdement critiqué pour son manque d'adaptation au cours des matchs. Ime a rendu une copie propre face aux Nets, même s'il a été beaucoup critiqué aussi en début de saison. Pour vous, messieurs, qui a l'avantage? Je pense que l'avantage est mentalement à Bud, parce que bah c'est bête, hein, mais il vient de gagner quoi l'année dernière. Après, il y a quand même un effet de surprise on a l'avantage de l'effet de surprise d'Ime Udoka, c'est-à-dire que c'est que sa deuxième série de playoffs en tant que head coach. Personne ne sait vraiment exactement tout ce qu'il peut mettre en œuvre, tous les schémas tactiques qu'il a. Alors, du côté de Bud, c'est quand même plus. Il n'y a jamais eu rien de très développé et de très surprenant, on va dire. Et en plus, on connaît ses schémas, tout ça. Donc, je mettrais quand même l'avantage à Bud pour l'expérience, le pédigré, tout ça. Mais c'est pas impossible qu'on voit encore une série où Ime Udoka est très impressionnant et fait les bons choix. Je pense que là où Ime Udoka va devoir s'affirmer, ça va être de réussir sur ses rotations, réussir à être adaptatif. C'est-à-dire que si Pritchard fait un excellent match, ne pas donner de minutes à Derrick White. On a vu qu'il a réussi à le faire au Game 2, il me semble, contre les Nets. Je pense que ça va être important parce que il va falloir trouver les petites choses qui nous font prendre des avantages. Et ça va passer par les rotations, ça va passer par tout ce genre de choses. C'est pas deux coachs très tactiques, c'est pas Nick Nurse ou Spoelstra, donc on va pas voir, je pense, des schémas impressionnants. J'ai des cauchemars des séries contre les Raptors et le Heat dans la bulle. Donc on va pas voir ce genre de choses, mais je pense que on va voir plutôt du coach de l'homme, quoi. Et ça va jouer là-dessus, je pense. Hugo, je sais que on a été nous deux en off très très dur avec Ime. Alors pour toi, qui a l'avantage? Non, bah, c'est sûr qu'on a été très dur avec Ime jusqu'à 2022. Non, non, mais jusqu'au début de l'année, c'est sûr qu'on a été dur avec Ime et fort heureusement, il a réussi à nous faire mentir et bravo à lui pour les ajustements qu'il a su trouver. C'est jamais facile de mettre de l'eau dans son vin et de s'ajuster. Donc, honnêtement, bravo à lui, mais à culpa total pour le moment. Mais là, honnêtement, c'est un bon défi pour lui parce que on sait que c'est un bon coach en saison régulière. Il a réussi à s'adapter, il n'y a pas de souci. Là, Budenholzer, c'est pas le meilleur coach de la ligue. C'est un très bon coach. Il y a pas de débat là-dessus, mais c'est pas non plus le meilleur. C'est pas Spoelstra, pardon, c'est pas Nurse comme l'a dit Elias. Mais c'est un vrai bon défi. C'est quasiment le premier défi d'Udoka en playoff. Donc, s'il veut s'affirmer comme un très bon coach, c'est une bonne série. Alors là, si tu me demandes à l'instant T qui a l'avantage, je répondrai quand même. Enfin, j'ai une part un peu conservatrice de moi qui irait en disant que l'avantage irait à Bud pour l'expérience l'expérience et tout ce qu'il a fait quand même, la carrière et même ce qu'il a réussi à produire, ne serait-ce que l'année dernière, c'est quand même pas rien. Mais honnêtement, Ime, je pense, est capable de sortir quelque chose de bien. On l'a vu contre Brooklyn. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il sorte une série aussi propre niveau coaching. Donc, à lui de nous faire mentir. Et enfin, Robin, pour toi, qui te donne le bon point? Pour moi, Bud part avec du retard pour la simple et bonne raison que je l'ai jamais trouvé donc très bon en ajustement et qu'il en a un énorme d'entrée à faire en fait. C'est juste qu'il a moins de cartes en main en fait. Et ça, dans une bataille de coach, alors oui, il y a de l'expérience, il y a tout ça, mais sur un des points qui est censé être un de ses points entre guillemets faibles, tu lui enlèves son deuxième meilleur joueur, et ben, tu commences une série avec du coup moins de cartes en moins d'adaptation possible sur la suite d'une série, et du coup,
j'aurais tendance, rien qu'avec ça, à donner un avantage à Ime. Alors oui, il y a encore des zones qu'on ne connaît pas chez Ime, que ce soit en bien ou en mal, mais ouais, là, le père Bud, il a quand même vachement moins de cartes que prévu en main, avec moins de jours pour commencer donc sa série, mine de rien. Il y a quand même 24 heures d'écart, etc. J'aurais malgré tout, moi, tendance à nous mettre favoris sur ce match-là. On verra. En plus, j'ai pas l'impression que Ime soit quelqu'un qui panique. J'ai pas ce sentiment. Je trouve qu'il y a plutôt quand même un petit peu de sérénité qui se dégage, voire je le trouve assez couillu, hein. On l'a vu dans le match 1 sur le fait qu'ils prennent pas de temps mort, etc. Donc on a quelqu'un en plus qui peut oser, qui a pas l'air d'être paralysé par l'enjeu. Et vraiment, pour l'instant, j'aurais tendance, alors je parle pas d'écart fou ou quoi, mais si je devais donner un avantage, je pense que je le donnerais à Ime. En parlant d'avantages, ça va être l'heure fatidique des pronos, messieurs. Qu'est-ce que vous annoncez? Robin, t'avais la main, je te la laisse. Toi, ça va finir comment et par quoi? Bah, comme l'a dit Elias, moi j'ai annoncé donc une série longue. J'avais dit avec Middleton, j'avais dit 4-3 pour Boston. Sans Middleton, je partirais, je pense, sur un 4-2. Un 4-2 âpre, bien disputé. Et puis go en finale de conf, quoi. Elias? J'ai toujours été très très nul dans les pronos sur ce genre de choses parce que j'ai toujours du mal à me dire par exemple en 6. Je préfère dire en 5 parce que je me vois plus les Celtics finir la série sur OTD Garden. J'ai du mal à me dire que surtout Giannis va perdre un match décisif chez lui. Donc, et comme pour moi 5 c'est pas réaliste, j'irais Celtics en 7 quand même. Mais avec deux victoires à domicile, 2 défaites là-bas et enfin tout le monde gagne chez eux quoi. Pour moi, c'est comme ça que ça va se passer. Et enfin, Hugo? Dieu sait que je suis très très mauvais en pronostic. Hein. J'avais pronostiqué une victoire des Nets au premier tour, donc voilà. Non, mais... au club. Ah ouais, non, mais j'ai très très peur de porter malheur aux Celtics, mais honnêtement, avec la blessure de Middleton, je les vois quand même gagner. Je pense que si Middleton avait été là, j'aurais probablement donné les Bucks en 6. Là, je vais me mouiller, je vais dire les Celtics en 6, sans grande conviction, et j'espère vraiment ne pas porter, je touche du bois, hein, mais j'espère ne pas porter malheur à nos Celtics préférés, mais voilà, 4-2 Celtics. Et enfin, moi, je vais partir sur malheureusement une victoire des Bucks en 7 matchs. Il en fallait un, c'est Bibi. Pour 2 raisons. Ils auront sans doute le meilleur joueur sur le terrain en la personne de Giannis Antetokounmpo. Et la deuxième, c'est pour citer Tomjanovic, l'ancien coach des Rockets. Never, ever underestimate the heart of a champion, ne pas sous-estimer le cœur d'un champion. Et ça, c'est vrai aussi, d'autant plus que je trouve que même s'il leur manque Middleton, ils ont quand même une équipe dans la fleur de l'âge. Il n'y a pas beaucoup de jeunes. Et donc, c'est des gens qui sont très, très, très expérimentés. Donc ça, je crois que ça reste un avantage en playoff. Donc, c'est pour ça que je laisse Milwaukee gagnant dans cette série. Mais bien sûr, go Celtics. Messieurs, merci beaucoup. On a bien fait le tour, il me semble. On va se donner rendez-vous forcément après. Il y aura forcément un débrief quoi qu'il arrive. Donc on se retrouve très très vite. Dans 10 jours quand on aura sweep les Bucks, c'est ça Peut-être ce sera dans 10 jours, peut-être ce sera dans 15, on ne sait pas encore. En tout cas, on va se revoir sur le podcast du Trèfle. Donc on vous dit à tous, à très vite. Allez, ciao, ciao, bye bye. Who's going to win it? The Celtics. Because there's no other reason why. The Celtics are the balls.